L'infirmière du matin m'a tendu mes papiers de sortie avec un sourire bienveillant en me disant que j'avais été un patient exemplaire. 3 jours seulement après ma pose de prothèse de hanche et je marchais déjà dans le couloir sans l'aide des barres parallèles. Je l'ai remercié, j'ai glissé le dossier sous mon bras et j'ai saisi mon téléphone pour appeler mon fils. Je me répétais que je n'étais pas nerveux. À 65 ans, j'étais un homme qui avait enterré sa femme, élevé un enfant seul et bâti une petite entreprise de plomberie-chauffage, partant d'une simple camionnette d'occasion pour finir avec une flotte de 6 véhicules avant de prendre ma retraite. La nervosité n'était pas dans mon tempérament, mais l'appel est tombé 2 fois sur la messagerie avant que mon fils ne décroche enfin, et ce petit temps de latence, cette hésitation dans sa voix avant qu'il ne prononce un mot, m'a tout dit de ce que je ne savais pas encore. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, je veux que vous connaissiez la fin de l'histoire car, alors que j'étais assis dans ce couloir d'hôpital à attendre un trajet qui ne venait pas, je n'aurais jamais pu imaginer que 6 semaines plus tard, je serais debout sur une terrasse en bois de cèdre surplombant les gorges de l'Ardèche, à regarder la brume matinale se lever sur l'eau pendant que mon café refroidissait dans ma main sans que cela ne me dérange le moins du monde. Je n'aurais jamais pu imaginer que mon fils ferait 3 heures de route pour se tenir dans mon allée et contempler une propriété dont il ignorait l'existence avec une expression sur le visage que j'emporterais avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Je n'aurais rien pu imaginer de tout cela. Mais c'est exactement ce qui s'est produit. Mon fils s'appelle Damien. Il avait 36 ans ce mois de janvier-là, marié à une femme nommée Aurélie, et père de 2 enfants. Je me serais jeté au feu pour un petit garçon de 9 ans nommé Lucas et une petite fille de 7 ans nommée Manon. Depuis 2 ans, j'habitais dans la chambre d'amis de leur maison en banlieue lyonnaise, la maison pour laquelle j'avais servi de caution solidaire pour le prêt immobilier quand le dossier de Damien était encore fragile après une mauvaise aventure entrepreneuriale. Je payais un tiers des charges chaque mois et je n'avais jamais compté mes heures pour les travaux. Papa. Sa voix au téléphone était prudente, de cette prudence que l'on adopte quand on a déjà pris une décision et qu'on attend juste que l'autre encaisse le coup. Pour venir te chercher. Je suis prêt quand tu veux, j'ai répondu, ils m'ont dit midi. Un silence. Les parents d'Aurélie sont là. J'ai attendu. Ils sont arrivés de Bretagne hier soir. Son père a eu un gros souci avec son propriétaire et on leur a dit qu'il pouvait rester avec nous le temps qu'il trouve autre chose. C'est très bien, ai-je dit, parce que je le pensais vraiment. Les gens ont parfois besoin d'aide, je comprenais ça. Il reste ma chambre. Un autre silence, plus long celui-là. C'est justement ça, papa. Je me suis approché de la fenêtre au bout du couloir. Le parking en bas, un ciel gris de janvier au-dessus. Une femme aidait un homme âgé à monter dans une voiture, sa main ferme sur son coude, et je les ai regardés jusqu'à ce que le véhicule disparaisse. On leur a donné ta chambre, a lâché Damien, c'était plus logique. Leurs affaires étaient déjà dans la voiture. On s'est dit que tu pourrais utiliser l'espace qu'on a aménagé dans le garage. On a mis un radiateur d'appoint et tout ce qu'il faut. C'est pas mal. Je n'ai rien dit pendant un moment. J'avais 65 ans, une hanche toute neuve, 3 jours de nourriture d'hôpital dans l'estomac et mon fils me demandait de dormir dans un garage. Viens me chercher, ai-je simplement dit. On discutera quand je serai là. Il est arrivé avec 40 minutes de retard. Il n'est pas entré. Il m'a envoyé un SMS depuis le parking. Le trajet jusqu'à la maison a duré 20 minutes et nous avons dû échanger 4 phrases tout au plus. Il m'a demandé si l'opération s'était bien passée. J'ai dit oui. Il a dit que la circulation était fluide. Je n'ai rien ajouté. Quand nous avons tourné dans leur rue, j'ai vu la voiture immatriculée dans le Finistère dans l'allée et j'ai compris que ce n'était pas une confusion passagère. C'était acté. Aurélie m'a accueilli sur le pas de la porte avec un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Elle portait un chemisier neuf que je ne connaissais pas, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, le genre d'apparence que l'on soigne quand on veut montrer qu'on n'est pas embarrassé alors qu'on devrait l'être. Ses parents se tenaient derrière elle dans le salon, un homme nommé Gérard, aux épaules larges et à la poignée de main de celui qui aime établir son autorité d'emblée, et une femme nommée Patricia qui m'a dévisagé comme si j'étais un meuble d'occasion qu'on expertisait. Lucas et Manon sont arrivés en courant du fond de la maison et ce fut le seul moment de l'heure suivante qui me sembla réel. Lucas a entouré ma taille de ses 2 bras et m'a dit qu'il m'avait gardé une part de son gâteau d'anniversaire au congélateur. Manon a posé sa petite paume à plat contre ma hanche et m'a demandé dans un murmure si ça faisait mal. Je lui ai dit juste un peu. Elle a hoché la tête sérieusement et m'a dit qu'elle m'avait fait un dessin pour m'aider à guérir.
Et quand elle l'a sorti de derrière son dos, un bonhomme au crayon avec un immense sourire et une canne, j'ai dû détourner le regard un instant. Damien m'a montré le garage. Je veux être précis pour que vous compreniez exactement ce que j'avais sous les yeux. C'était un garage double attenant à la maison. D'un côté, il y avait encore la tondeuse autoportée de Damien et tout le matériel de jardinage. De l'autre côté, ils avaient poussé un lit de camp contre le mur, placé une chaise de jardin en plastique à côté, et posé un radiateur électrique sur le sol en béton. Il y avait une rallonge qui courait jusqu'à une lampe de chevet. Le néon au plafond grésillait et clignotait. Il n'y avait pas de sanitaire. Je devais passer par l'entrée de service pour entrer dans la maison. C'est juste le temps qu'on trouve une solution pour les chambres, a dit Damien. Il se tenait dans l'embrasure, les mains dans les poches, évitant mon regard. Gérard et Patricia traversent une période difficile. J'ai été opéré de la hanche il y a 3 jours, ai-je rappelé. Je sais, papa. Le matelas du lit de camp est de bonne qualité. J'ai regardé le lit. C'était un lit d'appoint pliable, le genre qu'on emmène en camping le week-end, et j'étais un homme de 65 ans avec une cicatrice toute fraîche et un programme de rééducation strict. Je vais chercher mes affaires, ai-je dit. Il a dû penser que je m'installais car il a hoché la tête et est rentré. Je suis allé dans la chambre d'amis, ma chambre, et je me suis arrêté sur le seuil. Patricia avait déjà posé ses crèmes sur ma commode. Les lunettes de lecture de Gérard étaient sur ma table de chevet. Le bouti que ma défunte épouse, Martine, avait cousu à partir des vieilles robes de sa mère était plié au pied du lit, repoussé pour faire place à un oreiller décoratif qui n'était pas le mien. J'ai soulevé le bouti et je l'ai serré contre moi. Martine avait passé 8 mois à le confectionner. Elle appelait ça son projet de patience. Elle était partie il y a 4 ans, un mardi d'octobre, et je n'avais pas passé une seule nuit sans qu'une part d'elle ne soit près de moi. J'ai plié la couverture sur mon bras et j'ai commencé à faire ma valise. Lucas est apparu dans l'entrée pendant que je sortais mes chemises du placard. « Tu vas où, papy ?» J'ai un endroit où je dois être, lui ai-je répondu, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. Une idée me trottait dans la tête depuis 30 minutes, quelque chose qui me semblait impossible auparavant et qui m'apparaissait maintenant comme la seule option raisonnable au monde. « C'est à cause de Gérard et Patricia ?» a-t-il demandé. J'ai regardé mon petit-fils, 9 ans, vif comme l'éclair, m'observant avec les yeux gris de sa mère et la posture trop droite de son grand-père. « Ton papa et ta maman ont pris des décisions, ai-je dit avec précaution. Je vais en prendre aussi de mon côté. Est-ce que je peux venir ? J'ai failli dire oui. Pas ce soir, mon grand, mais je t'appellerai demain. Tous les jours. Manon a pleuré quand je l'ai serré dans mes bras pour lui dire au revoir. Lucas est resté très droit et m'a serré la main comme un petit homme, ce qui était presque plus dur à supporter. Aurélie a bafouillé quelque chose sur le fait que tout cela était temporaire. Damien se tenait près de la porte, la mâchoire serrée, espérant que je lui facilite la tâche, mais je ne l'ai pas fait. J'ai appelé un VTC depuis l'allée. La conductrice était une jeune femme qui, en voyant ma valise et ma démarche lente, m'a tout de suite demandé si j'avais besoin d'aide pour charger le coffre. J'ai accepté et je l'ai remerciée. Quand elle m'a demandé où nous allions, je lui ai donné l'adresse d'un grand magasin de bricolage à la sortie de la ville. Elle a jeté un œil dans le rétroviseur. Un magasin de bricolage ? Je dois récupérer quelque chose, ai-je dit. Et ensuite, vous m'emmènerez en Ardèche. La clé se trouvait dans un casier sécurisé de mon garde-meuble, un box que je louais depuis 4 ans sans en avoir parlé à personne, non par goût du secret, mais parce que personne ne m'avait jamais posé de questions. Après le décès de Martine, j'avais vidé la maison de sa mère dans un petit village au-dessus de la rivière, une maison sur un terrain de 3 hectares que sa famille possédait depuis les années 70. Sa mère l'avait léguée à Martine. Martine n'avait jamais mis l'acte de propriété à jour de son vivant. À sa mort, elle me revenait de droit. La maison était petite, 2 chambres, un salon avec une cheminée en pierre, une cuisine avec une fenêtre au-dessus de l'évier qui donnait directement sur la colline là où la rivière forme un coude entre les arbres. Une terrasse faisait le tour de la bâtisse. Martine et moi avions parlé pendant des années de la rénover pour en faire notre refuge de retraite. Puis elle est tombée malade et nous avons cessé de parler de l'avenir de manière concrète. Je n'y étais pas retourné depuis que j'avais vidé les affaires de ma belle-mère. Elle était restée vide pendant 4 ans. Un voisin nommé Raymond y jetait un coup d'œil 2 fois par an, je le payais en liquide et nous avions un arrangement tacite.
J'avais pensé à la vendre plus d'une fois. Quelque chose m'en avait toujours empêché. Je me disais que c'était par sentimentalisme. Assis à l'arrière de la voiture avec ma valise et le bouti de Martine, en regardant les lumières de Lyon s'éloigner, j'ai compris que c'était autre chose. C'était de l'instinct. C'était Martine qui veillait sur moi de là où elle était, gardant une réserve pour le moment où j'en aurais le plus besoin. Le trajet a duré près de 2 heures. La conductrice avait mis une station de radio qui passait de vieux standards français et nous n'avons pas beaucoup parlé. Quand nous avons quitté la route départementale pour le chemin de gravier qui montait à travers les bois, ses phares ont éclairé le givre sur l'herbe, rendant tout argenté. La maison est apparue après le dernier virage, sombre et silencieuse, plus petite dans mon souvenir, mais solide. Les planches de la terrasse étaient en bon état. Le toit avait été refait par le frère de Raymond il y a 2 étés, j'avais payé les travaux à distance. La cheminée se dressait fièrement. J'ai payé la course, laissé un bon pourboire et je suis resté seul dans le froid avec mon sac et mon bouti, écoutant le bruit du moteur s'évanouir dans la vallée. La clé de secours était sous la 3e lame de la terrasse, à gauche des marches. Martine l'avait posée là elle-même, un détail auquel je n'avais pas pensé depuis des années, mais qui a refait surface sans effort, comme toutes les choses la concernant quand j'en avais besoin. La serrure a tourné sans résistance. J'ai trouvé le tableau électrique au toucher, les disjoncteurs étaient exactement là où ils avaient toujours été, et quand les lumières se sont allumées, la maison a semblé expirer autour de moi. Comme le font les vieilles bâtisses restées trop longtemps vides et qui se réjouissent d'avoir de la compagnie. Les meubles étaient sous des draps. La cuisine avait besoin d'un bon décrassage. L'eau a mis 3 minutes avant de couler clair, mais la cheminée fonctionnait. Raymond avait laissé une pile de bois de chêne fendu sur la terrasse latérale, et à 21 heures, j'avais un feu de cheminée, le bouti de Martine sur les épaules et une tasse de café lyophilisé à la main, assis dans le fauteuil à bascule de ma belle-mère en regardant les flammes. J'ai mieux dormi cette nuit-là que durant les 2 dernières années. Le lendemain matin, j'ai appelé Lucas la première chose, comme promis. Il a décroché à la 2e sonnerie, ce qui prouvait qu'il attendait mon appel. Je lui ai dit que j'allais bien. Je lui ai décrit l'endroit, la rivière, et je lui ai promis qu'au printemps, lui et Manon pourraient venir me voir. Il m'a demandé s'il y avait des poissons. J'ai répondu que je ne savais pas encore, mais qu'on découvrirait ça ensemble. Maman et papa se disputent, a-t-il dit d'une voix basse, me faisant comprendre qu'ils s'étaient isolés pour parler. Ça arrive parfois, j'ai dit, ce n'est pas de ta faute. Je sais. Il est resté silencieux un instant. Gérard a mangé ton yaourt préféré. J'ai ri malgré tout. Laisse-le lui, mon grand. J'ai passé la première semaine à faire exactement ce que le kinésithérapeute m'avait prescrit, marcher, me reposer, glacer, marcher encore. La pente vers la rivière était trop raide pour les premiers jours, alors j'arpentais le chemin de gravier dans les 2 sens pour reprendre mes marques. Raymond est passé le 3e jour, un homme sec d'une 60aine d'années aux mains tachées par le travail et au parler économe de ceux qui ont passé leur vie à bien choisir leurs mots. Il n'a pas semblé surpris de me voir. Je me doutais que tu finirais par venir, a-t-il dit, et il en est resté là, ce que j'ai apprécié plus que tout. Le village était à une 10aine de kilomètres. L'épicerie-bar là-bas faisait de bons sandwichs et servait un café serré au comptoir où je suis devenu un habitué. La femme qui tenait l'endroit, une veuve nommée Barbara, se souvenait de ma belle-mère. Edna venait tous les vendredis pendant 30 ans, dit-elle. Une femme adorable. Vous avez l'air de quelqu'un qu'elle aurait apprécié. Je ne savais pas trop quoi répondre, alors j'ai juste dit merci et j'ai demandé un autre café. Mon fils a appelé le 9e jour. J'ai laissé sonner la première fois. La 2e, j'ai décroché. Papa, ça a assez duré. Sa voix avait cette intonation contrôlée qui signifiait qu'Aurélie était dans la pièce. Tu es parti comme ça, sans un mot, sans explication. Les enfants sont bouleversés. Je parle aux enfants tous les jours, ai-je répliqué. Je suis parti parce que ton alternative était un lit de camp dans un garage. C'était temporaire. Ma patience aussi, ai-je dit, ce qui nous a surpris tous les deux. Un silence, puis, mais où est-ce que tu es, enfin? Quelque part où je suis bien, j'ai répondu. Quelque part qui m'appartient. Il s'est tu. Je pouvais l'entendre essayer de comprendre ce que cela signifiait, passant en revue ce qu'il savait de mes économies, de mes contacts, de mon passé, sans trouver la réponse.
Il n'avait jamais entendu parler de cette propriété en Ardèche car je ne lui en avais jamais parlé, non par secret, mais parce que dans notre famille, nous avions l'habitude de ne discuter que des problèmes, jamais des ressources. J'ai pensé à changer de sujet. Puis j'ai repensé au lit de camp et à la chaise en plastique sur le béton, et j'ai décidé qu'il pouvait rester dans l'incertitude encore un peu. J'ai besoin que tu me dises que tu es en sécurité, a-t-il dit, et sa voix a changé à ce moment-là, juste assez pour que je puisse entendre le petit garçon derrière l'homme, celui qui grimpait dans ma camionnette sur les chantiers pour manger son jambon beurre en me racontant sa journée. J'ai senti cette émotion me gagner, mais je suis resté ferme. Je suis en sécurité. Je vais bien. On se reparle bientôt. C'était l'idée d'Aurélie de venir en personne. Je le savais sans qu'on me le dise. Quand Damien a rappelé 3 semaines plus tard pour dire qu'il descendait pour la journée, juste pour me voir et s'assurer que tout allait bien, j'ai reconnu ces mots à elle dans la tournure des phrases. Il n'avait pas l'aisance nécessaire pour une phrase comme s'assurer que tout se passe au mieux. C'était son langage. Je lui ai donné l'adresse. Il y a eu un long blanc. En Ardèche ? Suis la direction d'Aubenas, puis bifurque vers la rivière après le vieux pont. Le chemin de terre monte dans les bois, tu ne peux pas le rater. J'étais sur la terrasse quand ils sont arrivés, assis avec mon café, à regarder le courant. J'ai entendu le moteur avant de voir la voiture, le pick-up de Damien, suivi d'un deuxième véhicule que je ne reconnus pas, et j'ai senti une petite clarté froide s'installer dans ma poitrine, car cela signifiait qu'Aurélie en avait parlé à ses parents, qu'ils étaient venus avec eux. Et que quoi que Damien ait imaginé pour cette visite, c'était devenu autre chose. Tous les 4 sont sortis des véhicules. Gérard a levé les yeux vers la maison avec l'expression particulière d'un homme qui calcule immédiatement une valeur immobilière. Patricia était déjà sur son téléphone. Aurélie avait les bras croisés contre le froid. Damien se tenait à l'écart, me regardant sur la terrasse, et pendant un moment, personne n'a bougé. Je suis descendu lentement. La hanche demandait encore du respect. Je les ai rejoints dans le jardin. C'est une sacrée propriété, a lancé Gérard avant même un bonjour ou quoi que ce soit qui y ressemble. En effet, j'ai répondu. Depuis quand tu as ça, a demandé Aurélie. Sa voix avait cette légèreté feinte de quelqu'un qui essaie de paraître désintéressé par un sujet qui l'obsède. Depuis que la mère de ma femme l'a laissé à Martine, puis Martine à moi. La mâchoire de Damien s'est contractée. Tu n'en as jamais parlé. Tu ne l'as jamais demandé. Un temps mort. Gérard avait commencé à marcher vers la lisière des arbres pour regarder la rivière, et je l'observais comme on observe quelqu'un qui traverse une pièce remplie d'objets qui vous appartiennent. Papa, Damien s'est avancé en baissant la voix. Je sais que ça a mal commencé. Ce qui s'est passé avec la chambre, c'était mal, je le sais. J'aurais dû gérer ça autrement, mais tu ne peux pas juste disparaître sans dire à personne où tu es. J'ai prévenu Lucas chaque jour, ai-je répété. J'ai tenu ma promesse. Il a 9 ans. Il a décroché le téléphone à chaque fois que j'ai appelé, ce qui est plus que ce que je peux dire de son père quand j'étais assis dans un couloir d'hôpital à attendre qu'on vienne me chercher. Il a eu la décence de baisser les yeux. Gérard était revenu de sa petite inspection. L'accès à la rivière est superbe. Tout le terrain là, ça fait quoi, 2 hectares ? 3. 3 hectares et demi, j'ai précisé. Tu as réfléchi à ce que tu vas en faire ? Son ton était décontracté, presque amical, de la façon dont on discute de quelque chose qu'on a déjà décidé ne pas être l'affaire de l'autre. J'y habite, j'ai dit. Il a de nouveau regardé la maison. C'est beaucoup d'espace pour une seule personne. C'est vrai, j'ai acquiescé. Heureusement que j'aime l'espace. Aurélie a alors avancé ses pions, le mouvement que je voyais venir depuis qu'ils avaient coupé le contact. Elle s'est placée à côté de son mari et a touché son bras d'une manière qui se voulait un soutien, mais qui était en fait une direction. Papa, dit-elle, et c'était la première fois qu'elle m'appelait ainsi sans cette petite hésitation qu'elle mettait d'ordinaire, ce qui me prouvait à quel point elle voulait obtenir quelque chose. On a tous été sous pression. La présence de Gérard et Patricia à la maison nous a beaucoup aidés, c'est un vrai soutien avec les enfants alors que les temps sont durs financièrement, mais on veut que tu saches qu'il y aura toujours une place pour toi chez nous. Lucas et Manon s'ennuient de toi chaque jour. Elle était douée, je lui accordais ça. Sortir la carte des petits-enfants à la fin, là où ça fait le plus d'effet. Il me manque aussi, j'ai dit. Alors reviens.
Je suis déjà chez moi, j'ai répondu. J'ai gardé une voix calme et posée, de la manière dont on parle à quelqu'un quand on veut qu'il entende vos paroles plutôt que votre colère. C'est ma maison. Ça l'a toujours été. Je n'étais juste pas prêt pour elle jusqu'à maintenant. Le sourire forcé d'Aurélie a tenu bon. On pourrait s'arranger. Les enfants adoreraient venir ici le week-end. Il y a visiblement assez de place pour tout le monde aussi pour. Pourquoi ai-je coupé? Pour s'installer? Elle s'est arrêtée net. Je veux être très clair sur un point, j'ai poursuivi, en reculant d'un pas pour pouvoir les englober tous les quatre du regard. Cette propriété n'est pas disponible. Elle ne sera gérée par personne d'autre que moi. Elle ne fera l'objet d'aucun arrangement familial. C'est la mienne, et j'ai l'intention d'y rester. Gérard a laissé échapper un son qui ressemblait à un rire nerveux. Une petite bicoque comme ça, tu pourrais en tirer un excellent prix si tu. Gérard, ai-je dit, et quelque chose dans mon ton l'a stoppé net. Je vais dire ça une seule fois, avec respect, parce que vous êtes les invités de mon fils et que c'est une conversation civilisée. Cette maison n'est pas à vendre, et elle n'est pas un sujet de discussion. Le silence qui a suivi était pesant. Damien me regardait différemment, d'une façon qu'il n'avait pas eue depuis des années, peut-être depuis l'adolescence, la dernière fois qu'il avait dû se rendre à l'évidence que je ne céderais pas. Son père se tenait sur 3 hectares au-dessus d'une rivière, dans une maison payée, portant une veste qui n'appartenait pas à un homme que l'on pouvait forcer à dormir dans un garage. Et nous, a-t-il demandé. Lui seul cette fois, la voix assez basse pour que les autres n'entendent pas tout. Et notre famille? Ta famille, ce sont aussi Lucas et Manon, j'ai répondu. Ils sont les bienvenus ici n'importe quand, les week-ends, les vacances, les étés, quand tu voudras me les amener. Je serai là, et je serai heureux de les voir. Il a attendu la suite. Toi et Aurélie êtes les bienvenus quand vous viendrez les déposer, j'ai ajouté. Ce n'est pas un exil définitif. Je suis ton père et je t'aime, mais je ne reviendrai pas dormir dans un coin de la maison de quelqu'un d'autre parce que c'est pratique pour tes beaux-parents. J'en ai fini avec ça. Il est resté silencieux un long moment. Derrière lui, Aurélie et ses parents s'étaient déjà doucement dirigés vers les voitures, comme le font les gens quand ils réalisent qu'une négociation a échoué et qu'ils ne veulent pas avoir l'air d'y avoir participé. J'ai eu tort, a fini par dire Damien. Pour la chambre, pour le garage, pour tout. Je sais, j'ai dit. Je n'ai pas réfléchi. Aurélie était. C'était une pression de tous les côtés, et j'ai pris le chemin le plus facile, et ce chemin passait sur toi. C'est vrai. Il a de nouveau contemplé la maison, puis la rivière. C'est magnifique ici. Oui. Maman aurait adoré. Cette phrase est arrivée exactement là où elle devait, au centre de ma poitrine. C'est elle qui l'a choisi, j'ai dit. Sa mère l'a acheté, mais Martine disait toujours que c'était l'endroit le plus paisible qu'elle ait connu. Je crois qu'elle l'a gardé pour le moment où nous aurions besoin de paix. Il a essuyé ses yeux d'un geste rapide, de la manière dont les hommes à qui on a appris à ne pas pleurer le font, presque en cachette. Je suis désolé, papa. Je sais. Amène les enfants le week-end prochain. On verra s'il y a des poissons. Le premier week-end, Lucas a attrapé une petite perche, l'a relâchée et en a parlé pendant 2 heures d'affilée. Manon a décrété que la terrasse était son royaume et y a installé son matériel de dessin sur une table pliante que j'avais trouvée dans la remise. Elle a peint 3 tableaux de la rivière et me les a tous donnés, ce qui fait que j'ai maintenant 4 de ses œuvres sur mes murs, y compris celle du bonhomme au crayon avec le grand sourire. Damien et Aurélie sont venus pour cette première visite, ils se sont assis sur la terrasse et nous avons réussi à passer tout un après-midi sans que personne ne dise une parole de travers, ce qui ressemblait à un véritable progrès. Gérard et Patricia n'ont pas été mentionnés. Plus tard, quand Lucas était au lit et que Manon s'était endormie sur le canapé avec un pinceau encore à la main, Damien m'a confié que ses beaux-parents étaient repartis en Bretagne 2 semaines après mon départ. Apparemment, leur problème de logement s'était miraculeusement résolu. J'ai hoché la tête sans rien dire parce que j'ai appris à mes dépens que dire « je te l'avais bien dit », même quand on l'a mérité, ne sert qu'à rendre les gens défensifs. Aurélie était assise à côté de son mari, les mains autour de sa tasse de café, et à un moment, elle a murmuré « on aurait dû mieux s'occuper de toi ». Pas de mise en scène, pas de calcul, juste ces quelques mots sincères. « Ouais », j'ai répondu, « mais nous y voilà ».
J'ai appelé Raymond le lendemain matin pour lui dire que je restais pour de bon et qu'il pouvait arrêter de facturer ses passages de surveillance. Il a ri et a dit qu'il s'en doutait un peu. Sa femme m'a envoyé un pot de confiture de châtaigne qui m'a duré 2 semaines. À l'épicerie du village, Barbara commençait à préparer mon café dès qu'elle voyait ma camionnette descendre la colline. La rééducation se passait bien. Cet ange qui semblait être une tragédie en janvier n'était plus qu'un lointain souvenir en mars. Je marchais jusqu'à la rivière presque tous les matins maintenant, assez lentement pour regarder les hérons chasser dans les eaux peu profondes, assez vite pour garder mes muscles en éveil. J'ai construit un petit ponton cet été-là, rien de luxueux, juste quelques planches au-dessus de l'eau pour s'asseoir et pêcher, et Lucas m'a aidé pour la deuxième moitié, me tendant les vis avec un sérieux imperturbable. J'ai trouvé une lettre dans la maison ce premier printemps, glissée au fond d'un tiroir de la cuisine où la mère de Martine gardait ses élastiques et ses boutons de rechange. Elle n'était adressée à personne. C'était juste une liste, le genre de liste qu'une femme écrit pour elle-même quand elle vieillit et qu'elle veut se souvenir de ce qui compte. Prendre soin de la terrasse. Ne jamais laisser les mangeoires pour oiseaux vides. La rivière est plus belle à l'aube. Donner la maison à quelqu'un qui saura l'aimer. Je l'ai lu 2 fois et je l'ai mise dans un cadre, à côté du dessin de Manon représentant l'homme au sourire immense. J'étais à ma place. J'avais toujours été destiné à finir ici. Il a juste fallu que mon fils me désigne un garage pour que je me souvienne que certaines choses vous appartiennent, peu importe le temps que vous les avez laissées de côté. Et qu'à l'instant où vous cessez d'être reconnaissant pour ce que les gens vous prennent et commencez à l'être pour ce qu'ils n'ont pas pu vous prendre, c'est à cet instant précis que tout commence à avoir du sens. Lucas demande déjà quand il revient pour les vacances d'été. Je lui ai dit en juin. Il me parle déjà des poissons.